Amis internautes de Women First Media, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous présenter La Loupe, l'émission qui revient sur les actualités phares de la semaine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mamadou Kane. Bonjour. Bonjour Madame Diallo. Vous êtes journaliste passionné des questions des sports et vous avez également travaillé sur la question des agents de joueurs au Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir pour moi. Et comme toujours, à chaque numéro, nous avons le doyen Mamadou Sy Albert. Bonjour doyen. Bonjour Rama. J'espère que vous allez bien. Ça va, on essaye. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes analyste politique, mais également notre consultant à Women First Media. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de La Loupe. Oui, c'est un plaisir partagé de revenir sur l'actualité de la semaine. Je crois que aussi j'en profite pour saluer M. Kane et tous les internautes qui nous suivent. Et un grand bonjour aussi à tout le personnel de Women First. Merci beaucoup, doyen. Avec vous, évidemment, nous allons parler des actualités phares de la semaine. Au menu, deux sujets, deux débats brûlants. Le drame du jeune joueur sénégalais attiré pour des essais à l'étranger et victime d'un réseau de fraude de faux agents, mais également l'arrestation du journaliste Madiambal Diagne en France et les enjeux de liberté de la presse et l'influence politique. Alors naturellement, je commence par vous, Mamadou Kane. En tant que journaliste qui suit les sports, comment avez-vous accueilli la mort de ce jeune joueur sénégalais au Ghana? Bon, je pense un peu comme tout le monde, hein, ça a été c'est déchirant, c'est déchirant comme nouvelle. On a vu comment ça a ému toute la toile, même des sportifs qui ne sont pas sénégalais se sont inclinés aussi face à la mémoire de Cheikh Touré. Ça enseigne une chose, c'est que jusqu'à présent, là en 2025, on continue de parler de risques rencontrés de risques qu'il faut rencontrer pour réussir dans ce que l'on aime. Et malheureusement, ça continue. C'est un fléau qui continue de gangréner le football, pas que sénégalais, mais le football mondial. Et je me retourne vers vous, doyen. Ce drame révèle-t-il, selon vous, une certaine négligence du système qui entoure le football au Sénégal? Bon, disons, c'est un phénomène de société, hein. Ce n'est pas spécifique au Sénégal, dans toute l'Afrique, dans tous les pays du Sud de manière générale. Les joueurs, les sportifs, je dirais, africains n'ont pas l'encadrement, n'ont pas d'infrastructure, n'ont pas de perspective, particulièrement pour les jeunes. Pour les jeunes, bon, heureusement même qu'on peut atténuer aujourd'hui. Il y a quand même un progrès énorme qui est fait au niveau de certains clubs professionnels. On a eu beaucoup de générations de Sénégalais dans le football qui se sont retrouvés en Europe depuis des décennies jusqu'à maintenant. La génération nouvelle montre que bon, le Sénégal est ouvert. Bon, maintenant, il y a des risques de plus en plus sérieux. Qu'il n'y a pas d'encadrement, c'est le même phénomène qu'on voit au niveau du Barça. C'est des sportifs, ils sont là, ils ont le talent, ils ont la compétence, mais ils n'ont pas d'avenir. Donc ils passent par les pays africains, mais les plus chanceux trouvent des filières pour aller dans les clubs européens. Les plus malheureux, c'est la jungle. Ils sont à l'abri de beaucoup de situations, ce qui fait que les risques, cette tragédie qu'on a vécue au Ghana, ça devrait attirer quand même l'attention de l'État, les structures sportives, l'opinion, la famille. Justement, on va y revenir. C'est un phénomène quand même massif en Afrique. Maintenant, c'est vrai qu'on va y revenir. Les risques sont énormes, de plus en plus.
Justement, parlant des risques, Mamadou Kane, vous avez largement travaillé sur cette question et dites-nous sur le terrain que voient les journalistes, les jeunes joueurs et leurs familles sont-ils suffisamment informés des risques liés à ces faux agents et transferts frauduleux? Malheureusement, ils sont pas assez informés, que ce soit les familles, les joueurs eux-mêmes, parce que vous l'avez dit, j'ai travaillé dessus. Je me suis rendu compte quand même en travaillant sur ce sujet que jusqu'à présent, le doyen l'a dit, l'alternative pour ces jeunes, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Le seul moyen de réussir, c'est de forcément passer par le football ou par le sport, ce qui par exemple est le seul moyen de s'en sortir. Pour les familles aussi, ils voient en leurs enfants un moyen d'échelonner socialement. Parce que là, c'est vrai, le monde du football est un monde qui se compte en millions maintenant. Et ça, malheureusement, c'est la seule chose que voient les familles. Ils se disent forcément que... Et pourtant, dans les écoles de formation, dans les écoles de football, on a l'habitude de dire à ses enfants, vous êtes 100, c'est une personne qui va réussir, c'est un enfant qui va réussir, ou deux. Maximum, c'est 3, 4 qui réussissent sur 100. Et pour les parents, parmi ces 3, 4, il doit forcément... Leur enfant doit y être. On peut être... On a l'habitude d'entendre des storytelling des joueurs qui ont réussi. Ils ont l'habitude de dire qu'ils n'étaient pas les meilleurs en fait lorsqu'ils étaient en centre de formation. C'est toujours soit le plus persévérant ou celui qui tombe, celui qui a une bonne étoile en fait. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une forte pression derrière ces jeunes joueurs-là qui veulent coûte que coûte réussir et des fois qui entrent dans des choses qui ne sont pas du tout claires et après ce sont les conséquences. Logiquement, en fait, il y a une pression, bien sûr, parce que tout à l'heure, dans votre question, vous parlez de famille. La pression de la famille, elle est énorme. La plupart, on a vu parmi les enfants qui sont partis, ceux qui n'ont pas eu peut-être le même sort que Cher. Il y a eu des parents qui ont donné des millions, en fait, presque des transferts de 600 000, 700 000 francs. On ne sait pas comment font ces parents pour avoir cet argent-là. Et ce qu'ils disent aux enfants, c'est vous êtes obligés de réussir. Et qui sait? Parce que par les agents, entre guillemets, les faux agents, ils en profitent. Ils savent que cet enfant, il est en besoin et ils vont en profiter pour lui soutirer de l'argent. Parce que il faut que les gens sachent dès à présent que pour réussir dans le foot, on n'a pas besoin de dépenser autant. Parce que si les recruteurs voient votre talent, ils vous prennent sans pour autant, ils vous nourrissent, ils vous mettent à l'aise. Et aujourd'hui, on a au Sénégal, peut-être on a au Sénégal beaucoup de centres de formation qui sont là pour former ces enfants-là et qui les mettent dans de très très bonnes conditions sans pour autant qu'ils ne dépensent beaucoup d'argent. Enfin, même ils dépensent rien. Je vais rester avec vous, Mamadou Kane. C'est très important ce que vous êtes en train de développer. Et je voudrais vous demander, vous qui avez largement travaillé sur cette question-là, comment se porte le marché des agents au Sénégal? Bon, pour faire assez simple, pour être agent au Sénégal, pour être agent même un peu partout dans le monde, il y a un concours qui se fait. Il y a un concours qui se fait au niveau organisé par la FIFA. Donc tous les agents normalement qui suivent ce processus sont affiliés à la FIFA et sont domiciliés dans le pays dans lequel, excusez la répétition, dans lequel ils ont fait le concours. Parfois on a des agents sénégalais qui sont domiciliés soit en Angleterre, soit en France. Au Sénégal, je pense qu'on a une trentaine d'agents qui sont affiliés à la FIFA. Et aussi, attirer l'attention des gens, c'est qu'il y a une différence entre agent de joueur, manager sportif et conseiller sportif. Ça, c'est vrai qu'il y a certains qui font les deux ou font les trois. Mais parmi ceux-là, il y a toujours des recruteurs qui sont derrière. Donc l'agent peut être en contact avec un recruteur pour placer son joueur. Le conseiller aussi peut être en contact avec un recruteur pour placer son joueur. Il y a certains parents quand même
qui se mue en conseiller, ce n'est pas un problème. Mais il faut aussi avoir certaines notions dans le football. On ne se lance pas conseiller ou agent comme ça sans pour autant avoir des notions juridiques, sans pour autant avoir des notions dans le milieu du sport, dans l'environnement sportif. Donc il y a un cadre qui est là, il faut que les gens le sachent. Il y a un cadre qui est là, qui est bien défini. Il y a aussi quand on va sur le net, on sait qui est agent. Aujourd'hui, un parent, tu as ton fils qui joue très bien au foot, tu as quelqu'un qui vous approche. Demandez-lui en fait s'il a une carte d'agent. C'est justement, c'est ce que je voulais vous demander en fait. Est-ce que ces agents-là sont accessibles et puis est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'ils ont des documents à présenter pour qu'on soit sûr que cette personne est un agent de Bien joueur? sûr, ils ont des cartes d'agents qui prouvent quand même qu'ils ont... Et aussi, au-delà des cartes, ils ont un pédigré, ils ont un CV. Vous pouvez vérifier si la personne est fiable ou pas. Par exemple, aujourd'hui, on a une plateforme, je ne sais pas si c'est une publicité ou pas, il y a une plateforme appelée Transfer Market où on peut vérifier si un agent est réellement agent en fait. Il faut juste taper son nom, vérifier. Et aussi, au-delà même de ça, il y a des moyens qui sont quand même par lesquels on peut passer qui sont normaux. Le bouche à oreille. Vous demandez, est-ce que tel, vous le connaissez? Quelqu'un. Parce que le jeune homme qui est dans une école de football, c'est l'exemple de Cheikh, il était dans une école de football dans la banlieue. Par exemple, là le coup est passé, mais pour quelqu'un d'autre, il peut demander à son coach, est-ce que vous connaissez tel? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous savez s'il est... S'informer. C'est le moyen le plus humain en fait. Au-delà même de chercher digitalement, tout ça, on demande. Et aujourd'hui, bon, malheureusement, comme on l'a dit tantôt, les parents ne voient que la réussite de leurs enfants. Ça, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être nocif pour l'enfant et aussi ça peut l'aider à... Très bien, Mamadou Kane. Je me retourne vers vous, doyen. Le Sénégal doit-il créer, selon vous, un cadre légal strict pour les agents de joueurs comme ce qui se fait en Europe? Si oui, qui doit en avoir l'initiative? Là, je veux parler du ministère des Sports, la fédération ou à l'Assemblée nationale. Bon, disons qu'il y a le cadre légal, il est là. Hein? C'est-à-dire que vous avez un ministère, vous avez une fédération, vous avez des clubs, vous avez des écoles de formation. Donc là, le Sénégal n'est pas en retard par rapport à l'encadrement du sport de manière générale. On a des structures fonctionnelles. Bon, mais la difficulté ici, c'est que bon, il y a des agents qui ne sont pas contrôlables, ni par l'État, ni par la fédération. Parce que quand même, c'est des privés. Ils travaillent pour des clubs à l'étranger, par exemple. Ben, ces agents-là, ben, ils sont dans le football à l'échelle nationale, dans le football local. Donc, eux, ils prospectent le marché. Ils identifient des talents. Ben, ils travaillent aussi avec les clubs. Parce que si tu ne passes pas par le club, tu ne peux pas avoir de joueurs. Bon, donc c'est une sorte de collaboration. C'est une sorte de collaboration. Tu prends nos grands joueurs. Aujourd'hui, les El Hadji Diouf, les Fadiga, toutes ces stars sportives ont des connexions avec des agents de joueurs. Parce que quand même, ils ont compétit pendant des années et des années. Ils se sont fait un nom. Certains d'entre eux même sont des agents, nos grandes stars. Donc l'agent, c'est un métier. Et malheureusement, bah, nous, ce n'est pas encadré sérieusement. Justement, parlant de l'encadrement, Mamadou Kane, est-ce qu'il y a suffisamment de règles pour encadrer ce milieu? Si. Il y a doyen qui a abordé dans ce sens d'ailleurs. Il y a un cadre, il y a suffisamment d'encadrement. Même si oui, le mal de notre pays, c'est qu'on ne communique pas assez. Malheureusement, la fédération ne communique pas assez par rapport à cela. Parce que la fédération a des agents qui sont domiciliés, qui sont domiciliés chez elle. Il y a beaucoup d'agents qui sont... Tous les agents qui ont fait le concours au Sénégal sont domiciliés à la Fédération sénégalaise de football. Donc, c'est à eux de mettre en place des plateformes qui leur sont propres, où on peut vérifier. Moi, lorsque je travaille dessus, j'en ai parlé avec celui qui est chargé des affaires juridiques de la fédération à l'époque. Là, ils ont changé. Mais lui, il me disait, en fait, la personne me disait qu'ils ne sont pas encore prêts à répertorier tous ces agents-là sur une plateforme.
bon, on connaît notre pays, malheureusement, le laxisme est très sénégalais. Et c'est ça le malheur. Donc, les gens, ces parents-là aussi, ne sont pas informés. Ils ne savent pas par quels moyens passer pour pouvoir permettre à leurs enfants de trouver un bon cadre. Doyen le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de nos anciens joueurs qui sont aujourd'hui des agents. Il a cité, peut-être sans le savoir, Fadiga a été agent de la Juve. Ça, peut-être beaucoup ne le savaient pas, mais Fadiga était agent de la Juve vers la fin de sa carrière. Il s'est inscrit, il a fait le concours et il s'en est sorti. Au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de nos anciens internationaux qui ont des écoles de football, qui ont des centres de foot. On va y revenir sur leur rôle et tout. Là, j'ai envie de demander à M. Si, doyen, sur le plan diplomatique, quelles sont les armes dont dispose le Sénégal pour élucider cette affaire, sachant qu'elle est sensible? On parle d'un jeune Sénégalais qui a été tué à l'étranger, au Ghana. Bon, je pense qu'on a actionné le levier diplomatique. Bon, maintenant, notre diplomatie quand même suit, parce qu'apparemment, il y a une enquête qui a été déclenchée pour savoir. J'ai même vu un communiqué que voilà, qu'il y a même quelques indices qui mènent vers des pistes d'acteurs impliqués dans la mort du jeune. Bon, ça, je pense qu'il y a maintenant les deux leviers. C'est-à-dire que notre ambassade doit poursuivre et suivre la procédure judiciaire, parce que là, on ne peut pas intervenir en tant qu'État, mais on peut assister quand même sa famille pour que l'enquête aille jusqu'au bout, pour identifier les circonstances, pourquoi, et tirer la leçon. Parce que ça, c'est une alerte quand même. Hein. Je ne sais pas s'il y en a eu des cas pareils. Similaires, je pense que c'est le premier cas. Les autres morts de jeunes joueurs, c'est par la voie que vous avez partagée, la voie de Barça. Donc ça, c'est une alerte. Il faut aller jusqu'au bout, tirer les enseignements. Mais maintenant, sur le plan diplomatique, on revient à la question des agents. C'est les El Hadji Diouf, les Fadiga, tous les Sadio Mané. Mais il faut qu'on en fasse une diplomatie sportive. Qu'on ne peut pas laisser... Je ne sais pas combien de clubs il y a, mais quand tu regardes juste le week-end, mais les Navetans, ce que ça mobilise comme football, c'est que c'est l'activité principale de notre jeunesse. Il y a plus de 5000 clubs de Navetans au Sénégal. L'État ne peut pas ne pas avoir une politique pour encadrer. Mais même, ils le savent, que pour réussir, c'est de l'exceptionnel. Mais en tant qu'activité sociale, économique, culturelle, mais c'est un domaine extraordinaire quand même pour nous. Donc notre diplomatie, elle doit aller dans le sens de permettre à nos clubs d'avoir des débouchés. Moi, je pense que c'est vraiment là le levier. C'est-à-dire que les clubs soient mieux encadrés, qu'un Sénégalais qui a du talent, qui veut aller, mais on l'accompagne. S'il veut aller en Afrique, on l'accompagne. S'il veut aller en Europe, s'il veut aller en Asie. Mais le sport, c'est la vitrine du monde. C'est une industrie. C'est une industrie. On ne peut pas laisser notre diplomatie être une diplomatie de littérature, de culture, et laisser ce vivier-là. C'est un vivier commercial et économique, mais c'est un vivier humain. Donc je pense que nos diplomates, il faut qu'ils intègrent aussi bien la dimension culturelle que la dimension sportive. Très bien, doyen. Mamadou Kane, nous l'avons dit autour de ce débat, le sport est devenu une industrie. Maintenant, je voudrais savoir en fait quel rôle doivent jouer les internationaux sénégalais pour faciliter la découverte et l'éclosion de talents au Sénégal. Les internationaux, peut-être, même s'ils ne s'y attendaient pas forcément, ils ont un rôle à jouer. On les a vus depuis le début de cette affaire faire des vidéos, montrer leur indignation. Mais est-ce que c'est suffisant? Juste quand tu Non, c'est là où je voulais on essaie de compatir et tout. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Ils ont ils peuvent quand même
créer ou mettre en place des structures sportives en parlant des écoles de foot et des centres de formation. Il y en a qui le font déjà, il y en a qui le font. Il y a Papa Ndiaye qui le fait, Cheikh Mbeng, Dembaba qui le fait avec Amitié. Donc, étant d'autres qui ont quand même mis en place des écoles de foot. Mais on est d'accord que c'est minime en fait par rapport au nombre d'internationaux qu'on a, par rapport au nombre de footballeurs, par rapport à toutes ces personnes-là qui s'intéressent au... Non, je ne dirais pas minime. Quand même, chacun fait à son échelle. Ça aussi, il faut l'accepter. Chacun fait avec ses moyens. Certains se sont regroupés en structure pour pouvoir mettre en place ces choses-là. Moi, je pense que c'est un premier pas. C'est pas ça ne fait pas tout, mais c'est un premier pas quand même pour permettre à des jeunes de trouver un cadre pour exprimer leur talent et trouver aussi des débouchés. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, ils ne vont pas tous réussir en jouant au foot, mais ils peuvent peut-être tous réussir dans l'environnement du football. Parce que l'environnement du football est totalement vaste. Ils peuvent être des joueurs, ils peuvent être des entraîneurs, ils peuvent être des préparateurs physiques, des recruteurs, des scouts et beaucoup d'autres débouchés. Aujourd'hui, le football, c'est une université qui est très large. Il y a beaucoup de filières, beaucoup de débouchés qui permettent à ces jeunes de toujours rester dans l'environnement du football, même si ils ne vont pas réussir en jouant au football. Mais quand même, vous parlez des internationaux, moi je me dis qu'ils font des efforts. Aujourd'hui, si on était revenu à 20 ans en arrière, ou 25 ans ou 30 ans en arrière, on avait combien d'écoles de centres de formation à part, même il y a 30 ans, on avait que des Aldo Jatine, Aldo, Doyen peut-être va revenir dessus, il y a Aldo, il y avait que Aldo. En 2002, 70% des internationaux qui sont partis au mondial sont passés par Aldo, n'est-ce pas Doyen, si je ne m'abuse, sont passés par Aldo. Et aujourd'hui, on a plus que ça. On a des Djambar, on a des Générations Foot, on a des Amitiés et beaucoup d'autres centres de formation que peut-être que je ne pourrais pas citer, mais ils sont là. Maintenant, encore une fois, on reviendra toujours à la base. C'est aux familles de s'informer. C'est aux familles de chercher comment placer leurs enfants sans pour autant les jeter dans la gueule du loup. Très bien. Doyen, les responsabilités sont partagées. Il n'y a pas que les internationaux qui doivent faire des efforts là-dessus. Il y a également le part du gouvernement. Alors, comment le gouvernement doit-il songer à mieux investir dans le secteur? Je crois qu'il faut revenir à nos traditions. L'école, l'université ont toujours été des cadres sportifs. Les meilleures performances qu'on a eues, c'est au niveau des lycées, des collèges et de l'université. Donc le sport-études, c'est ce levier qui a été cassé. Alors que l'État a une responsabilité. Autant il faut former les gens dans les compétences techniques, ceux qui veulent se destiner dans le sport, il faut que l'État investisse. Le sport-études, ce n'est pas l'apanage des clubs. Ça doit être un des piliers de l'éducation. C'est ça la faille de notre système éducatif, il est là. Parce que quand vous voyez tous ces jeunes qui essaient de partir, ils ont échoué à l'école. Effectivement. Soit ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas les aptitudes, ou soit c'est que l'école ne favorise pas l'éclosion de leurs compétences. On ne les accompagne pas. Il n'y a pas de bourse pour aller faire du foot. Il n'y a pas de bourse pour aller... le basket, il y en a. Quand même chez les femmes, chez les stars féminines, il y en a beaucoup qui ont eu des bourses pour aller... Nos meilleures basketteuses ont eu des bourses pour aller aux États-Unis. Mais ce n'est pas le cas dans le monde footballistique. Le foot, c'est populaire. L'État a un complexe d'investir dans le populaire. Ce qui fait que les clubs-là ont compris la faiblesse et la faille de l'État. Ils mettent des clubs privés. Ils comblent le vide laissé par l'État. Je pense que là, comme je le disais tout à l'heure, il y a le système éducatif. Mais il y a aussi notre diplomatie. C'est-à-dire que quand tu regardes Sadio Mané, au-delà de la vedette, mais il investit dans sa zone, dans son terroir. Que ce soit la santé, l'éducation, l'eau, etc. Il investit. Mais ça, c'est seul, c'est dans son terroir.
Mais si on regroupait toutes ces stars-là, ben c'est une manne financière. Un Sadio Mané, il te rapporte peut-être des milliards en une année. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une idée pour ponctuer quelque chose dans le revenu des clubs là où nos internationaux sont? Tu as des réinvestissements, si tu veux, on a formé les gens. Un retour sur investissement. Un retour sur investissement. Okay. Mais ce capital-là aurait pu, moi je suis certain qu'avec tout ce qu'on a à l'étranger, on ponctue même 0,5% ou 1% sur les clubs. On le réinvestit, mais ça peut nous aider. Pourtant, je ne vous coupe pas la parole. Pourtant, c'est un système qui est là. Les gens, encore une fois, peut-être les gens ne le savent pas, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle dans le jargon de la FIFA, des compensations aux clubs formateurs. Okay. Aujourd'hui, par exemple, Sadio Mané, il a rapporté des millions à Génération Foot puisqu'il a été formé à Génération Foot. Malheureusement, peut-être là où la faille se situe, c'est que il y a beaucoup de nos internationaux aujourd'hui qui ne sont pas répertoriés dans leurs écoles de foot. Par exemple, vous allez voir un Sadio Mané qui, avant de venir à Génération Foot, qui a joué dans les clubs à Hambourg, qui a joué dans les clubs au sud. Mais aujourd'hui, ces clubs ne sont pas répertoriés dans la carrière de Sadio Mané. Peut-être à moins que lui, il prenne son propre argent pour qu'il aille investir dessus. Aujourd'hui, Lamine Camara qui est passé par Casa Sport et qui est passé par une école de football à Djouloulou. Aujourd'hui, cette école de foot, heureusement pour lui, l'école de foot a été répertoriée par la FIFA. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'il sera transféré avant ses 23 ans, il y a une partie qui reviendra à son école de football. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de nos internationaux aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils vont en Europe sans pour autant répertorier leurs écoles de football. Ils n'inscrivent que le centre de formation par lequel ils sont passés ou par le club sénégalais, le club sénégalais par lequel ils sont passés. Maintenant, aujourd'hui, si eux, ils ne le font pas, c'est à la FIFA d'aller faire des recherches, de dire par exemple, tel joueur, avant ses 21 ans, avant de venir en Europe, il est passé par ça, ici, par ici, par ici. Nicolas Jackson, encore une fois. Ça sera bénéfique. Ça sera bénéfique à ce club parce qu'aujourd'hui, Nicolas Jackson qui va partir au Bayern peut-être la saison prochaine à hauteur de 75 millions d'euros, il y a une partie qui doit revenir à son club de Ziguinchor, à l'AS Tilène et à son club de Casa Sport. Malheureusement, ça a même amené la dernière fois un problème sur le fait que Chelsea devait de l'argent à Casa Sport, alors que Casa Sport n'est pas inscrit dans le système n'est pas considéré comme étant un club formateur. Ça aussi, c'est un problème. C'est le malheur. Bon, il y a aussi certains de nos joueurs qui vont à l'étranger, la plupart, bon, je ne dis pas tous, la plupart vont avec des papiers qui ne sont pas leurs vrais papiers. Okay. Donc ces papiers-là, ça c'est un autre problème. Et ces papiers-là ne seront pas considérés. Puisque si vous êtes au Sénégal, vous vous appelez Souleymane Cissé, vous allez en France, on vous appelle Jules, je ne sais pas quoi. Donc aujourd'hui, si ce Jules n'est pas considéré, il est juste considéré comme étant formé en Europe et malheureusement, il est formé Justement, je reste avec vous, Mamadou Kane, c'est vraiment un débat très passionnant. Vous qui avez vraiment largement travaillé sur ce sujet-là, est-ce que vous avez... Quelles sont les difficultés en fait que vous avez notées tout au long de votre enquête sur les agents au Sénégal, surtout l'accessibilité en fait? L'accessibilité des agents, déjà, la première difficulté, c'est de savoir qui est agent. Avant d'aller vers l'agent, c'est de savoir qui est agent. Et ça, c'est un problème que j'ai évoqué tantôt. C'est qu'au niveau de la Fédération sénégalaise de football, ils ne sont pas forcément répertoriés. Et on ne peut pas les connaître. Il faut faire comment on dit, du bouche à oreille, beaucoup de recherches pour pouvoir dénicher qui est agent ou qui ne l'est pas. Donc ils ne sont pas visibles. Ils ne le sont pas du tout. D'ailleurs, je ne me trompe pas. Je suis le premier qui a travaillé dessus et au Sénégal. Donc ça veut dire qu'eux, ils n'étaient pas visibles avant. On ne les connaissait pas. On ne savait même pas qui ils sont. Ils sont là, ils envoient des joueurs par-ci, par-là. Le seul qu'on connaissait, c'était Thierno Seydi à l'époque. Et il reste jusqu'à présent aujourd'hui l'agent sénégalais le plus influent. Et pourquoi, genre, je ne veux pas dire qu'ils se cachent, mais pourquoi ils sont si inaccessibles en fait? Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est de leur faute? Je ne suis pas sûr que ce soit forcément de leur faute. Parce que comme je dis, ils font le travail. Hein. Ils font le travail, ils placent des joueurs par-ci, par-là. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas exactement quel est leur rôle. On ne savait pas quel était leur rôle réellement. On pensait que juste, bon, ils sont là, parce que au Sénégal, les gens pensent que quand on parle agent Sénégal, on parle forcément de fraude. Parce qu'ils disent qu'ils sont des fraudes, c'est eux qui jettent nos enfants dans les
Alors que non, il y a des agents qui sont là, qui font un travail très sérieux pour placer des joueurs par-ci, par-là. Et ça, malheureusement, moi je me dis que ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute du système qui les encadre. Et c'est dommage. Mais les difficultés, il y en a. Par exemple, les difficultés, c'est moins les agents. Par contre, les difficultés, c'est plus les joueurs. Aujourd'hui, vous allez vers un joueur qui joue dans un club du championnat du Sénégal, que ce soit en première ou en deuxième division, il ne sait même pas s'il doit avoir un agent ou pas. Il ne le sait pas. Pour lui, c'est la voie le chemin par lequel, qui repose par lequel peut-être Cheikh est passé ou par d'autres, avec d'autres qui sont par le chemin par lequel d'autres sont passés. Ils ne sont pas informés. Ils pensent qu'ils doivent donner de l'argent pour réussir. Alors que non, en fait. Non, vous ne devez pas donner de l'argent. Vous êtes entre guillemets un produit. On vous vend. Ce n'est pas à vous de vous vendre. Vous comprenez? Donc, les jeunes doivent le savoir. J'avais même interviewé un joueur aujourd'hui qui joue dans un très grand club du Sénégal. À l'époque, il avait comme agent un ancien international qui ne le calculait pas. Parce qu'il se dit dans sa tête que oui, peut-être qu'il ne va pas lui rapporter de l'argent et tout. Malheureusement, ce type d'agent existe. Mais, encore une fois, ce n'était même pas un agent, d'ailleurs, c'était un conseiller sportif on dit que c'est un agent, mais c'est ça. Et malheureusement, encore une fois, c'est le manque d'information et le manque de communication qui est peut-être la base de tous nos problèmes. Très bien, Mamadou Kane. Pour clore ce chapitre doyen, selon vous, quelles mesures urgentes devraient être prises pour protéger les jeunes footballeurs sénégalais? En tout cas, pour ceux qui sont là au Sénégal, je crois qu'il faut que le ministère du Sport surveille davantage les sorties. C'est un ministère quand même qui devrait travailler avec les autres ministères de l'Intérieur, les Affaires étrangères. Je pense qu'il faut mettre nos compétences en sécurité. Que ce soit l'élève, l'étudiant, le sportif. Mais ça, c'est le devoir. L'État doit assurer la sécurité de nos enfants. Ça, je pense qu'il y a un laisser-aller. On l'a vu avec l'immigration. C'est ça qui va se passer dans le sport. Donc il y a une prise de conscience. Je crois que l'État doit veiller à mieux protéger la sécurité, surtout les sorties. On ne peut pas être dans un pays, avoir un État, et que cet État-là ne sait même pas quand est-ce que tu sors, où tu vas. Je trouve que c'est léger. Que tu sors, tu es là, tu es né là, tu as grandi ici, tu as compétit, tu sors de ton pays, il n'y a pas de traces. On ne sait pas où tu es. Tu vas dans un autre pays, l'ambassade ne sait même pas qu'il y a un Sénégalais qui est dans tel club. Je pense que la sécurité quand même de nos compétences-là, il faut veiller à ça. Maintenant, l'autre mesure, je pense que, on se focalise sur l'agent, mais c'est l'organisation des clubs qu'il faut voir. Vous ne pouvez pas laisser un enfant de 15 ans entre les mains d'un agent. Je trouve que ce n'est pas normal. Un agent, il faut que tu gardes tes joueurs. L'agent, il parle à l'autorité du club. Si tu as des relations, si tu as des contacts... Ce n'est pas directement aux joueurs que les agents mais comme il l'a dit, ce n'est pas aux joueurs de payer. Parce que la finalité de ce système qu'on met en place, comme il l'a expliqué, c'est que le joueur, quand il va dans un autre club international, européen ou africain, mais qu'il y ait un investissement sur retour. Et ça, c'est les clubs qui doivent jouer ce rôle-là. C'est-à-dire mettre... je ne dirais pas que c'est comme nos universités, mais c'est pareil. Tu formes quelqu'un pour qu'il aille être dans le sport, mais c'est toute sa vie. Donc, tu ne dois pas le laisser dans la nature. Très bien, doyen. Merci. Mamadou Kane, un commentaire sur ça, sur les mesures urgentes que doit prendre le gouvernement pour protéger les jeunes joueurs. Je pense rapidement. Ça va être très court, parce que doyen, je pense, a déjà tout dit. Il faut quand même qu'il y ait une traçabilité dans tout. Qu'il y ait une traçabilité. Doyen l'a dit, ces enfants sont les enfants de l'État. Et partout où ils doivent être,
on doit savoir où est-ce qu'ils sont. Et encore une fois, le transfert d'un joueur ne se fait pas entre le joueur et le club. Ça se fait entre un club et un autre club. Et donc, pour éviter tout ça, il faut que les clubs prennent aussi leurs responsabilités au-delà de l'État. L'État peut mettre en place un cadre bien défini, mais ce cadre doit être suivi aussi par les clubs. Donc, encore une, pour clore cela, il faut que les clubs prennent leurs responsabilités. Et aussi, surtout, il faut que les parents protègent les enfants. Il faut que les parents protègent les enfants. Madame, Monsieur, vous suivez Loop sur Women First Media et nous débattons aujourd'hui sur deux sujets qui ont fait l'actualité de cette semaine. L'arrestation de Madiambal Diagne en France, mais également la mort de Cheikh, un jeune joueur sénégalais tué au Ghana. Rapidement, nous allons aborder le deuxième sujet qui concerne Madiambal Diagne. Je commence par vous, vous êtes journaliste Mamadou Kane. L'arrestation de Madiambal Diagne en France vous choque-t-elle? Non, pas forcément. L'arrestation ne me choque pas en tant que tel. Déjà, il y a de cela un mois, le mandat international a été... on lui a assigné un mandat international, donc je pense que ce n'est pas choquant. Et aussi, surtout, je dirais moins que c'est le journaliste qui a été poursuivi. Ouais, on se pose la question, en fait, est-ce que le journaliste qui a été poursuivi ou l'homme d'affaires Madiambal Diagne? Il faut éclaircir aussi cela. Moi, je pense que c'est plutôt l'homme d'affaires qui est poursuivi, donc, parce qu'il n'est pas encore arrêté, qui est poursuivi. Et puisqu'on parle de questions d'escroquerie, donc là, je ne pense pas que ce soit le journaliste. Ça, c'est mon humble avis. Donc, je ne suis pas forcément choqué. On attend quand même de voir quelle sera la finalité. Mais voilà, c'est plutôt l'homme d'affaires pour moi. Doyen, pour vous sur la question, on a vu plusieurs traitements de ce dossier au niveau de la presse. On parlait de beaucoup de chefs d'accusation et après on ne comprenait pas si c'était vraiment un mandat d'arrêt international ou pas, ou il a été arrêté à son domicile. Quel commentaire faites-vous par rapport à cette information? Disons que c'est... le Sénégal qui a lancé un mandat d'arrêt international contre Madiambal. Bon, avec une notice rouge, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'à partir du moment où il y a un mandat d'arrêt international avec une notification rouge, l'État français est contraint d'arrêter Madiambal. Parce qu'il y a un accord entre les deux pays. Des conventions qui ont été signées. Des conventions, mais ça veut dire que Madiambal lui-même, il savait. Parce que c'est lui-même qui a réagi quand il a entendu qu'on a lancé un mandat d'arrêt. Il avait promis qu'il allait revenir avant la mise en exécution du mandat d'arrêt. Donc il le savait. Donc pour moi, il y a... c'est une suite logique. Ce serait incroyable que la France refuse d'appliquer le mandat d'arrêt. Bon, lui, il le savait, il a constitué ses avocats bien avant qu'on l'arrête. Donc, il savait, hein, c'est un greffier aussi. Hein, c'est un ancien greffier, il sait toutes les procédures. Bon, cette procédure, elle est normale et légitime. Bon, maintenant, l'histoire de journaliste, je pense qu'aussi, il ne faut pas abuser du métier de journaliste. Ça n'a rien à voir avec l'exercice de son métier. Rien, absolument rien à voir. Un mandat d'arrêt est très clair. Si le mandat d'arrêt avait évoqué sa profession, d'ailleurs même sur le plan juridique, si il a été arrêté parce qu'il était lié à son journaliste, parce qu'il a un statut de journaliste, ce ne serait pas du tout le même scénario juridique. Et justement, doyen, je reste avec vous sur ce scénario de politique, d'affaires et tout. Certains parlent d'une affaire judiciaire, d'autres d'un règlement politique. Maintenant, à votre avis, cette arrestation est-elle purement juridique ou politiquement sensible? Non, disons que c'est... à moins qu'on ne veuille pas voir la réalité, hein.
C'est la CENTIF qui a fait son rapport. C'est sur la base d'un rapport d'une institution compétente dans le domaine qui est à l'origine de l'interpellation de Madiambal. Donc c'est une question financière, c'est une transaction financière dans laquelle Madiambal et sa société sont compromis. Donc l'infraction, elle est financière, elle n'est pas du tout journalistique, elle n'est pas citoyenne, elle n'est pas politique. L'infraction, elle est là. C'est dans une transaction financière. Maintenant que Madiambal soit un acteur politique, ben, c'est lui qui a choisi sa vie. Il a été candidat aux dernières législatives, ben, il fait partie d'un mouvement politique, il a eu des relations avec l'ancien régime. Ben ça, c'est son choix personnel. Je pense qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir choisi son option politique. Un journaliste aussi, ben, il peut faire partie d'un parti, il peut ne pas être politique. Mais ça, c'est son affaire à lui. Je pense qu'il faut vraiment distinguer l'infraction et l'exercice de son métier. Et maintenant, sur le plan juridique, bah, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'en France, ce qui est clair, c'est que le juge l'a écouté. Il l'a mis, disons, sous contrôle judiciaire. Le juge va l'entendre le 28. Mais ce n'est pas le juge seul qui va l'entendre. C'est une institution juridique. Il y a toute une procédure auquel le juge est soumis. Le juge n'est même pas soumis à un quelconque pouvoir politique. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président. C'est la justice qui va suivre le processus jusqu'au bout. Maintenant, une fois que la justice, c'est un jugement qui sera rendu. Est-ce qu'ils vont l'extrader? La justice va ou non? La justice va trancher. Mais c'est une fois quand la justice aura tranché sur le plan juridique, c'est en ce moment seulement que l'État français va prendre la décision par le Premier ministre français, qui va faire un décret pour dire qu'on met en application l'arrêt. Alors dans ce cas, je reste toujours avec vous, doyen. Donc alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut dire avec les nouvelles autorités, assistons à une rupture ou à une continuité dans la gestion des opposants, journalistes critiques et dossiers sensibles? Non, ça n'a rien à voir. À mon avis, on est dans une période de rupture. C'est difficile à dire. Depuis 2 ans, le gouvernement, le président de la République sont conscients que la justice, elle doit être indépendante. La machine, elle est là, elle est lancée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est impensable qu'un Premier ministre ou un président de la République dicte à la justice ce qu'elle doit faire. C'est impensable. On a des magistrats qui ne sont pas là pour servir un président ou un premier ministre ou un parti. Ils sont aussi professionnels que tous les autres. Ben, c'est des gens libres. On l'a vu déjà avec les anciens ministres qui ont été interpellés et ensuite libérés. Même les gens du PASTEF, ils sont contre. Peut-être que même les on peut même évoquer peut-être ou pas le dossier du Premier ministre avec Mame Mbaye Niang. Mais c'est clair que l'ère de la rupture, ce n'est pas seulement pour les militants politiques. C'est d'abord la justice, parce que la justice, elle est consciente que c'est elle qui est l'arbitre du jeu. Donc l'ère de la rupture, on va le voir aussi avec Madiambal. C'est jusqu'à présent. Vous pensez que, honnêtement, à l'époque de Macky Sall, quelqu'un ne peut pas passer par nos frontières. Parce que tu vas à l'aéroport, on te notifie que tu dois répondre à la justice le lendemain. Eux, ils exécutaient le mandat immédiatement. Tu vas répondre, on te met sous mandat de dépôt. On ne respecte même pas la forme de la justice. Mais là, par exemple, vous prenez toutes les structures juridiques qu'on a,
mais ils sont soucieux du respect de la forme. Ils ne voulaient même pas arrêter Madiambel à l'aéroport. Parce qu'il y avait un quiproquo. Si on l'amenait directement, on allait dire qu'on a attenté à ses droits. Mais par naïveté, lui, il a su intelligemment utiliser. Et il a pris les devants, justement. Et je pense qu'en tout cas, du point de vue de la rupture, en tout cas, on a intérêt à faire confiance à notre justice. Un mot peut-être, Mamadou Kane, sur ce dossier qui fait débat. Bon, moi je pense que, et d'ailleurs je l'ai dit au début, heureusement que Doyen aussi l'a dit, c'est loin d'être c'est loin d'être le dossier d'un journaliste qui a été arrêté. Parce que ça aussi, il faut que les gens le sachent, c'est que c'est un homme d'affaires. C'est l'homme d'affaires Madiambel Diagne qui est poursuivi, qui est en train d'être poursuivi du moins, et qui doit répondre à la justice. Là, peut-être on va attendre le 28 il sera écouté, je pense, le 28 par le juge en France, et que on verra ce que ça va donner, parce que déjà il y a sa femme et ses 2 enfants qui sont déjà arrêtés. Donc c'est un processus qui suit son cours. Maintenant, c'est vrai, Madiambel reste un personnage public sénégalais et qu'il a plusieurs fois montré son désaccord avec le régime en place. Donc ça aussi, ça peut créer un quiproquo ou bien porter à confusion. Certains vont peut-être dire que c'est un acharnement. D'autres peut-être diront que c'est la justice qui fait son travail. Pour moi, il y aura de toutes les façons naturellement, c'est très normal. C'est très normal parce que oui, je le dis, un personnage public va forcément, le traitement judiciaire d'un personnage public va forcément créer des camps. Il y aura un camp qui va le défendre et un autre qui va quand même saluer la... Et ça, on commence déjà à assister à ça, ou on assiste déjà à ça, parce qu'on a vu lors de son arrestation en France, il y a eu plusieurs versions sur les réseaux sociaux, et finalement, on ne savait même pas où se trouvait la vérité en fait. Non, je pense on saura où se trouve la vérité quand le verdict final sera donné, parce que... Et justement, j'ai envie de demander à Doyen quelle peut être la suite dans le dossier de Madiambel Diagne dans les prochains jours à venir? Disons que il y a plus de chances qu'il soit extradé. Que l'infraction elle est assez lourde. Politiquement, je vois mal comment la France refuserait d'appliquer le mandat d'arrêt pour l'extrader. Politiquement, c'est peu probable. Maintenant, c'est vrai qu'il a une possibilité, s'il a de bons avocats, ils peuvent exploiter la faille politique. Que s'ils arrivent à souffler à l'oreille du juge et du tribunal que sa vie est menacée, sa liberté est menacée, il peut rester encore longtemps en France. Mais je pense que c'est peu probable qu'il ne soit pas extradé, d'autant que sa femme est en prison, son enfant est en prison. Et peut-être d'autres biens sont tous ces biens sont saisis. Et que c'est difficile de faire croire qu'il a été arrêté pour des raisons politiques. C'est difficile de faire croire que sa vie est menacée. Parce que tout indique que la transparence elle est totale actuellement au Sénégal. Donc je vois mal cet argument prospérer. Maintenant c'est vrai que il y a un lobby qui se met derrière lui, que ce soit les avocats, la société civile, les journalistes de la presse internationale. Ça peut peser sur l'opinion des juges. Maintenant, on verra. Mais pour moi, il a le choix. Soit il sacrifie sa famille, il s'accroche pour rester là-bas, ou soit il prend son courage à 2 mains
pour venir faire face à la justice et peut-être libérer au moins sa femme et ses enfants. Et maintenant, puisqu'il a un collectif d'avocats assez compétent, qu'il laisse son sort entre les mains de ses avocats. Très bien, doyen. Mamadou Kane, est-ce que vous partagez l'avis du doyen sur ce dossier, sur la suite du dossier? Oui, c'est bien évidemment que je partage l'avis. Parce que il faut faire très attention en fait en matière de justice. Et même si oui, c'est un régime qui a changé, mais on a très souvent loué la justice sénégalaise dans plusieurs dossiers. Il n'y a pas besoin de citer et de rappeler. Mais pour ce cas précis, je pense que c'est à Madiambal de montrer une certaine grandeur en fait. Il doit montrer, parce qu'on l'a dit, c'est sa famille qui est actuellement en danger. Et s'il prend le risque d'être égoïste, le seul crédit, ou bien le maigre crédit qui lui reste encore aux yeux des Sénégalais va complètement disparaître. Parce que déjà, même le jour où sa famille, où sa femme et ses enfants ont été arrêtés, avant même qu'on lance ce mandat d'arrêt international, les gens sont indignés, ils se sont dit, mais comment ça se fait qu'il fuit, entre guillemets, au moment où sa famille, il savait, parce qu'il savait déjà depuis très longtemps, il savait que sa famille, qui serait en danger avec le rapport du CENTIF, il savait qu'il serait en danger, il a quand même décidé de s'en aller. Donc pour moi, il doit quand même aller répondre le 28, et que quoi que ça puisse être, quoi que le résultat puisse arriver, qu'il assume et qu'il vienne répondre à la justice sénégalaise, parce qu'il n'est pas le premier qui a été épinglé et qu'il ne sera certainement pas le dernier. Donc. Très bien, Mamadou Kane, madame, monsieur, nous arrivons à la fin de cette émission Loupe. Votre dernier mot? D'abord, merci pour l'invitation et merci aussi au doyen de son expertise et de sa clairvoyance. Donc c'est un plaisir de venir sur ce plateau. Merci aussi à vous, Madame Diallo. Ça a été plaisant et voilà, merci. Merci beaucoup, doyen. Merci, le plaisir est toujours partagé. Je félicite également M. Kane. Vraiment, on a partagé. Moi, c'est vrai, j'ai décroché avec le foot, mais c'est important quand même de parler du sport. Et particulièrement cette jeunesse-là. C'est vraiment encourageant que des journalistes quand même s'intéressent au sport. Et ça fait partie de l'actualité. Et je crois que vraiment, il faudrait qu'on évoque assez souvent les questions du sport. Merci beaucoup, doyen. Merci, Mamadou Kane, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Loupe revient la semaine prochaine, Inch'Allah. Bon week-end. Bye bye.